Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre ce conseil si vous êtes de l'autre côté de l'écran, en direct ou en différé, parce qu'il y a des matchs de Coupe du Monde, donc on vous pardonnerait si vous le faites uniquement en différé. Ce soir, on a pour délibération principale de présenter le futur groupe scolaire et d'autoriser donc le lancement de son programme au travers de la validation du marché global de performance. Ça sera l'occasion de revenir sur la genèse, sur le contenu de ce groupe scolaire et sur nos idées pour la résolution des problématiques qui gravitent autour. Nous aurons, pour ceux qui ne sont pas initiés, quelques délibérations habituelles en début de conseil, plus une délibération qui est une décision modificative budgétaire qui n'est pas très consistante, qu'on verra rapidement. Et puis ensuite, très vite, dans une dizaine de minutes, on passera à la présentation de ce groupe scolaire. Habituellement, on fait un tour de table des adjoints dans leur délégation, mais comme on a eu un conseil municipal assez récemment, et puisqu'on va en avoir un dans 2 semaines, le 20 décembre, on va passer sur ce point. On ne perdra pas pour autant le fil de l'actualité pour se concentrer sur le groupe scolaire. Voilà, si vous voulez bien, Madame Garcia, on va faire l'appel. Donc, Palmieri Yves. Présent. Sandrine Astier-Boucher. Présent. Robert Berti. Présent. Virginie Corporandi-Vialon. Présente. Anne-Laure Escoffon-Joly. Pierre Henry. Présent. Magali Gini. Présent. Alexis Collet. Présent. Mireille Gamba donne procuration à Monsieur Yves Palmieri. Micheline Théobald. Présent. Daniel Lampin. Daniel Janin. Marie-France Gérigny donne procuration à Madame Josiane Astier. Monsieur Jean-Paul Ruiz donne procuration à Monsieur Robert Berti. Nadine Garino. Jacques Even. Guy Jean-Solin donne procuration à Monsieur Alain Gate. Alain Gate. Alex Vidal. Josiane Astier. Marc Cardinali donne procuration à Alexis Collet. Jean-Louis Weber. Monsieur Philippe Versini donne procuration à Sandrine Astier-Boucher. Virginie Vaillant. Madame Christine Bochekian donne procuration à Magali Gini. David Monin. Ludivine Mango. Magali Dalmasso. Lucas Audibert. Je vous remercie. Nous allons donc désigner un secrétaire de séance. Lucas Audibert étant présent, je vous propose sa candidature. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez en pièce annexe le compte-rendu du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? S'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix également. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous allons passer à une petite délibération, 2 petites délibérations qui gravitent autour du Téléthon. Et ensuite, nous passerons au sujet principal du groupe scolaire. Donc, première délibération, la question numéro 4, décision modificative numéro 3 du budget 2022 de la commune. Nous avons, comme d'habitude, les 2 sections, fonctionnement et investissement, qui sont séparées. Nous allons faire une demande de décision modificative au conseil municipal concernant des recettes pour le repas du Téléthon, puisque jusqu'à présent, le prix les recettes de repas étaient reversées directement à la FN Téléthon. On a souhaité consolider la procédure et plutôt créer une régie pour mieux maîtriser la dépense qui en découle. Donc il y avait 131 repas à facturer, ce qui fait une recette à 30 € par repas de 3 930 €. Vous les retrouvez en recettes. On ne l'avait pas prévu au budget de cette manière-là, mais après quelques années de Covid, on a souhaité repartir de cette manière. On vous propose de ventiler cette somme sur 2 postes. La première en subvention pour le Téléthon, que l'on va ensuite vous faire valider dans la question suivante, donc 1 965 €, la moitié. L'autre moitié dans les dépenses concernant le Téléthon, justement, puisque c'est un poste important avec une manifestation qui s'étend sur 2 jours, le premier week-end de décembre. D'ailleurs, cette manifestation, j'en profite pour en dire un mot, puisqu'elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions le vendredi soir. Il y a eu une très belle fréquentation et j'en remercie encore tous les bénévoles
des associations, hors associations aussi, qui se sont investis, les employés municipaux qui ont largement contribué à la réussite de cette organisation, ainsi que tous les élus qui sont impliqués dans ce Téléthon. On a eu un petit peu moins de chance puisque le samedi, il a beaucoup plu, ce qui est une bonne nouvelle par ailleurs dans les conditions de sécheresse que l'on connaît. Les manifestations d'ailleurs seront reportées. Le concours de boules du Téléthon aura lieu le week-end du 17 décembre. Le tournoi de foot et la manifestation d'Harley-Davidson aura lieu ce week-end, donc le 10 décembre, en même temps d'ailleurs que le marché artisanal de Noël, où il ne faut pas hésiter à se rendre, qui a lieu sur 2 jours, donc samedi et dimanche, est organisé par le comité des fêtes. Voilà pour le fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, nous avions besoin de payer 2 caméras nomades. Ce sont des réparations de caméras nomades qui ne fonctionnaient plus depuis un petit moment et qui vont nous être bien utiles, notamment dans la politique de propreté de la ville pour lutter contre les dépôts sauvages. On a déjà une petite idée de tous les secteurs sur lesquels on va les faire tourner. Donc 6 500 € de réparation pour ces 2 caméras en investissement, en dépenses. 2 512 € pour acheter notamment un coffre-fort pour sécuriser tous les passeports, les pièces d'identité, donc les titres sécurisés de l'État, qui sont en attente du retrait par les administrés qui sont venus constituer un dossier. Ça pourrait servir à d'autres choses d'ailleurs, ce coffre-fort. Ainsi que l'achat de fauteuils ergonomiques à l'état civil, à hauteur de 1 000 €. Et enfin, une toute petite somme pour un remplacement de lanternes et de mâts supplémentaires concernant l'éclairage public pour 200 €, ce qui nous fait la somme de 9 212 € que nous allons prendre dans les dépenses imprévues qui étaient encore abondées assez largement. Donc nous équilibrons en piochant dans ces dépenses imprévues. Et à présent, écoutez, j'écoute vos remarques éventuelles. Est-ce qu'il y a des questions sur cette toute petite DM ? Non, il y en aura une 4e d'ailleurs au prochain conseil municipal pour une question de remboursement de l'emprunt qu'il faut faire en 2022, non pas en 2023. Mais on vous l'expliquera, ce n'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. Qui est contre cette décision modificative? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la délibération suivante, c'est l'attribution d'une subvention à la FM Téléthon. Alors ne pas confondre avec le chèque que nous remettrons à la FM Téléthon probablement à la fin du mois de janvier, puisque ce chèque global de la commune va comprendre à la fois les recettes du Téléthon et du week-end organisé par la municipalité et les associations, mais aussi va être abondé par toutes les manifestations organisées par les associations elles-mêmes en interne, avec des tombolas, des lotos, des ventes diverses. D'ailleurs, je salue l'initiative des écoles de la Farlette qui ont fait le cross cet après-midi, auquel je suis allé, pour lequel je suis passé et saluer tous les enseignants et le personnel qui était à l'organisation. Les enfants couraient pour la bonne cause, donc à la fois ils faisaient une course qui était particulièrement sympathique par ce beau temps, et en plus il générait des dons des parents qui achetaient quelques denrées alimentaires qui sont entièrement reversées également au Téléthon. Donc bravo et merci à tous les participants, y compris donc aux enfants et aux parents venus nombreux. Il y aura aussi donc les manifestations qui n'ont pas encore eu lieu, notamment les Joyeux Boulins de Far-les-Doigts, le foot et les Harley. Et cette somme-là sera reversée à la fin du mois de janvier. Là, on ne parle que de la somme qu'on a vue tout à l'heure en décision modificative, c'est-à-dire la moitié des recettes du repas de samedi dernier à la FM Téléthon, qui est donc l'association française contre les myopathies, à laquelle nous sommes attachés, puisque la Farlette, depuis environ 20 ans, organise un Téléthon qui fonctionne très bien, qui suscite énormément d'engouement, preuve que la solidarité est une valeur importante dans notre village, et nous tenons bien sûr à maintenir ce partenariat avec la FM Téléthon. Voilà, donc je vous propose de valider cette subvention concernant la moitié des recettes du repas. On l'a vu tout à l'heure en décision modificative pour le montant. C'est donc 1 965 €. Est-ce que vous avez une question? Et on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Voilà, donc 17h42, on va pouvoir parler du futur groupe scolaire. Alors la raison d'être de cette délibération, elle est double. Premièrement, il est évident que pour un projet aussi important pour une commune comme la nôtre, et à laquelle on tient particulièrement, une présentation en conseil municipal s'imposait. Deuxièmement, pour une question d'augmentation des coûts de travaux qui sont intervenus entre la première estimation en janvier 2021 et la remise des dernières offres, nous sommes au-dessus des estimations. On est même au-delà du prix revu par la grille indiciaire prévue à cet effet. On a donc l'obligation de revoter cette autorisation qui m'est donnée pour signer ce marché global de performance. Alors, donc, comme je vous le disais, en janvier 2021, un premier montant estimatif avait été réalisé pour ce futur groupe scolaire en fonction du programme qui était proposé. Il se montait à 6 360 000 €. La procédure a suivi son cours. Nous avons réactualisé ces montants en septembre 2022 à hauteur de 7 162 000 € hors taxes. Et les candidats qui ont participé au marché global de performance, et notamment les 3 finalistes, ont remis des offres supérieures. On ne doit bien sûr pas occulter le contexte dans lequel nous nous trouvons depuis 2 ans, avec un marché qui est particulièrement perturbé en termes de tarifs concernant ce BTP, avec des coûts énormes d'énergie, avec des coûts énormes de matériaux, parfois même des problèmes de délai de livraison, qui sont liés à la fois à la crise du Covid, mais aussi à la crise russo-ukrainienne. On ne peut donc pas considérer que les offres qui ont été proposées, et on va le voir un petit peu plus tard dans le détail, et qui sont supérieures de 4% à l'estimation réactualisée, on ne peut pas considérer que ces offres sont à invalider. Bien au contraire, on pense qu'elles sont tout à fait acceptables, d'autant que le candidat qui a été retenu est le candidat le moins disant, c'est-à-dire celui qui a proposé le tarif le plus bas. Donc c'est l'opérateur Bec Construction. Je ne pouvais pas le dire la dernière fois, puisque la commission d'appel d'offres s'était réunie, avait décidé, mais les décisions n'avaient pas été notifiées aux 3 candidats. Donc à présent, la réponse est connue, on peut publiquement l'annoncer. Donc c'est Bec Construction qui est l'opérateur lauréat de ce marché global de performance. Et on va voir en détail le projet qui est proposé, qui bien sûr est un projet qui sera soumis à discussion, qui sera partagé, on va le voir aussi dans la présentation, avec les différents publics qui sont concernés au plus haut point par ce groupe scolaire. On peut aussi considérer que cette somme est acceptable au regard du respect qui a été proposé par le candidat concernant la programmation. On demandait une surface utile de 1961 m², il a proposé une surface utile de 1971, c'est-à-dire à 0,5% près la même chose. Et je vous le disais, ce prix est de 4% supérieur. Alors je vais laisser la parole à Lilian avant de reprendre la main pour les différents points de présentation. Concernant la procédure elle-même du marché global de performance, il va nous en détailler M. Cardona, notre directeur notamment des finances et des marchés. Il va nous en détailler tous les points avec la notation du prix, la notation technique également, ce qui nous a amené à faire ce choix. Voilà, M. Cardona. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, le but, c'est de faire une petite synthèse des documents qui ont été annexés à la convocation, au rapport de présentation. Donc, juste pour rappel, le marché global de performance, c'est une procédure dérogatoire qui est prévue par le Code de la commande publique, qui avait été retenue il y a maintenant plus d'une année. C'est un principe dérogatoire à l'allotissement. À chaque fois, il y a des lots qui sont normalement réalisés, et à la loi MOP, la loi qui régit les relations entre maître d'ouvrage public et maîtrise d'œuvre. Donc effectivement, on va, au travers de cette procédure, vous proposer de retenir un groupement d'entreprises qui comprendra l'architecte concepteur, mais aussi les entreprises qui vont réaliser, avec une entreprise de réalisation qui sera le mandataire du groupement, qui sera in fine responsable de la réalisation et des engagements qui seront pris. Le marché global de performance, on a pu le retenir juridiquement
Et c'est pour ça on pense que ça a été à l'époque un choix ambitieux, parce que des objectifs ont été et seront ensuite réalisés par les opérateurs. Donc notamment un marché global qui anticipe les réglementations environnementales. Rappelez-vous, au 1er janvier 2022, on devait passer à la réglementation environnementale 2020, avec des incertitudes relativement importantes et fortes pour les opérateurs. Donc on avait fait le choix, vous aviez fait le choix, lorsque vous avez validé le programme, de retenir une classification dite E3C1, qui était une ambition relativement forte. Donc un bâtiment Aéro 2020, on l'a dit, un engagement aussi sur les niveaux de maintenance. On sait que la maintenance, le maintien de notre fonctionnement est une question importante qui va devenir de plus en plus prégnante. Et effectivement, on a, et vous allez le voir, on va en parler, il y a des choix qui ont été faits. Le but était vraiment d'être relativement ambitieux et relativement fort sur le niveau de maintenance retenu. Et le dernier, un point qui est relativement d'actualité aujourd'hui, on avait fait le choix sans forcément connaître l'avenir, mais l'idée c'était aussi d'arrêter des niveaux de performance en matière de consommation énergétique en demandant à l'opérateur qui allait réaliser et entretenir et exploiter le groupe scolaire réalisé d'être ambitieux sur le niveau de performance pour nous permettre de faire des économies et être sûr que la conception du bâtiment allait être la plus opérationnelle, la plus réaliste possible sur ce volet-là. Alors c'est une procédure complexe qui a duré près d'une année. On sait aujourd'hui le marché global de performance dans sa phase candidature a été lancé en septembre 2021, donc on se retrouve plus d'une année après avec une procédure longue mais aussi complexe. Donc il y a 7 candidats qui sont positionnés. Alors ça peut paraître peu, en réalité c'est le nombre qu'on pouvait attendre. Je vous le rappelle, on retenait un groupement d'entreprises, donc il fallait que les concepteurs et les entreprises de construction générale s'allient. Donc effectivement, 7 candidats, ça fait partie du nombre d'entreprises qu'on attendait. Il y a 3 groupements qui ont été admis à présenter une offre. Donc effectivement, on avait Bec Construction, Eiffage Construction et le groupe Sénèque. Alors c'est une procédure on s'est vu régulièrement pour les membres de la CAO et du jury. Il y a 3 jurys de concours qui se sont réunis, d'abord pour la candidature, ensuite pour l'offre, et ensuite l'analyse de l'offre finale après négociation. Une réunion de la commission d'appel d'offres, à laquelle ont participé les représentants de la répression des fraudes, qui ont plutôt salué la procédure qu'on a mise en place. En tout cas, ils l'ont validée. Donc on a effectivement l'obligation aujourd'hui, monsieur le maire vous l'a rappelé, de se réunir en conseil municipal de par l'augmentation de ce montant qui s'explique, à notre sens, relativement largement par le contexte et la volatilité de ce dernier. Mais effectivement, l'ensemble de la procédure a duré plus d'une année au regard de l'ensemble de ces réunions et de ces analyses. Il y avait des critères de jugement, comme classiquement dans l'ensemble des contrats de la commande publique qu'on peut passer. Donc on avait un coût global de l'offre qui était valorisé à 35 points, la qualité architecturale et technique à 35 points également, le niveau des engagements de performance et d'entretien, exploitation, maintenance sur 15 points, la pertinence de l'organisation et des délais d'exécution, les délais on en parlera aussi un peu plus tard, c'est un point important, sur 10 points, et un critère qui est obligatoire, parce qu'effectivement c'est dérogatoire à l'allotissement, et on peut se dire que les PME, les petits artisans allaient être éloignés de cette procédure. On a un critère qui permet de valoriser aussi la part qui est confiée aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, sur 5 points. Alors ce n'est pas le critère le plus important, mais il a le mérite d'exister. Donc là, c'est une analyse relativement synthétique. Vous avez l'ensemble des éléments. On peut revenir dans le détail sur certains sous-critères ou critères si vous le souhaitez, de l'ensemble pour essayer d'avoir une photographie un peu générale. Donc l'entreprise, au niveau du coût de l'offre, l'entreprise Bec Construction propose une offre de 8 135 400 €. Quand on dit de 8 135 400, ça intègre aussi la part conception. Le montant qu'on vous donnait tout à l'heure de 7 162 000 € réactualisé en septembre 2022, ce n'est que les travaux. Quand on rajoute le coût de l'architecte, en réalité, et du suivi des travaux, on arrive à 8 135 400. Eiffage Construction, 8 695 151,151 €. Et l'entreprise Sénèque, qui était la plus disante, 8 987 991 82. Donc ça, c'était vraiment pour le coût lié à la réalisation, le coût de l'investissement. C'était un sous-critère sur 15 points, qui n'était pas le critère le plus important, parce qu'effectivement, il fallait laisser la possibilité aux entreprises d'offrir, au regard du contexte, une proposition qualitative. Mais en tout cas, ça donne quand même une tendance qui va nous impacter budgétairement pour les années à venir. Il y a un deuxième sous-critère sur ce premier critère, qui est le coût d'exploitation maintenance. Donc l'entreprise va devoir, ça c'était l'option de base, entretenir et maintenir en état le bâtiment pendant une période de 3 ans. Donc les 3 candidats nous ont fait une proposition. Bec Construction 171 652,19, Eiffage 146 510,18 et Sénèque 127 860 79, avec des stratégies, on voit qu'on est dans le même ordre de grandeur, avec des stratégies de maintenance
qui sont un petit peu différentes, mais qui, malgré tout, répondent au cahier des charges. On avait aussi, et là ça fera partie des choix qu'on vous demandera de retenir, demander des prestations supplémentaires éventuelles. C'est-à-dire on demandait aux entreprises de chiffrer une prestation supplémentaire et pour vous laisser la possibilité d'avoir le choix sur l'ensemble de ces offres. Donc la deuxième prestation supplémentaire éventuelle, c'était d'intégrer dans cette période de 3 ans ce qu'on appelle le gros entretien et le renouvellement. On s'était dit qu'une entreprise qui était sûre d'elle pouvait nous faire une proposition qualitative à moindre coût, parce qu'au bout de 3 ans, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de gros entretien ou de renouvellement. Donc on a l'entreprise BEC qui nous fait une proposition au même prix, et les entreprises Eiffage et Senec qui font augmenter leur proposition, donc de 146 à 167 000 pour Eiffage, et de 127 à 151 pour Senec. Et la dernière prestation supplémentaire éventuelle, et c'est pour ça que vous voyez apparaître les montants un peu plus importants, c'était de la maintenance sur 5 ans. Donc on augmentait le montant, donc 292 000 pour BEC, 272 pour Eiffage et 181 pour Senec. Donc c'était le choix. Là, vous avez le choix de retenir la proposition que vous souhaitez. La commission d'appel d'offres a donné un avis qu'on vous donnera en fin de procédure. Mais effectivement, ce critère de l'exploitation de la maintenance, c'était un critère important et il a été travaillé par les entreprises. Ensuite, pour synthétiser les autres critères, le critère 2, c'était la qualité architecturale et technique. Donc on a le projet de BEC, qui est le projet qui s'intègre le mieux au tissu urbain, qui a la plus grande fonctionnalité par rapport aux exigences du programme que vous avez validé en conseil municipal. On a le projet d'Eiffage et de Senec qui exploite un peu moins bien le site. Le projet d'Eiffage est très bien étudié d'un point de vue fonctionnel, il est intéressant. Par contre, il ne s'intègre pas forcément de façon très qualitative au contexte urbain. Donc ça, les notations que vous verrez apparaître juste après viendront le sanctionner. Et on a le projet de Senec qui exploite mal le site, avec des classes qui sont mono-orientées. Donc l'usage aujourd'hui, qui est un sujet important, n'a pas forcément été bien pris en compte. Donc voilà, au niveau de la qualité architecturale et technique, le projet de BEC semble être le projet qui doit être le plus valorisé, et c'est la proposition qu'on va vous faire, et qui a été faite en commission d'appel d'offres. Ce que je vous dis là a été valorisé et repris unanimement par le jury de concours qui intègre des architectes spécialistes, qui sont des personnes compétentes et qualifiées, qui nous ont aidés dans cette analyse. Sur la qualité technique et l'exploitation de maintenance, on retrouve l'offre de BEC qui est la plus qualitative. Avec des précisions, l'offre n'est pas parfaite, mais à ce niveau-là, c'est compliqué d'arriver à la perfection. Par contre, l'offre d'Eiffage qui est plutôt qualitative sur le volet exploitation maintenance, mais qui a des lacunes sur le point technique. Et l'offre de Senec qui est plutôt qualitative, même si des précisions là aussi étaient attendues. Sur le niveau d'exploitation et d'engagement, là effectivement, il y a des propositions qui sont toutes les trois cohérentes. Celle de Senec est un peu plus moyenne, qui fait l'impasse sur certains sujets. Même si des critères importants devaient être détaillés un peu plus avant, on retrouve vraiment des offres qualitatives sur l'offre de BEC et de Eiffage, et vous le retrouvez sur les notations. Sur le critère de l'organisation, c'est un point important, c'est comment ce groupement qui est constitué de plusieurs entreprises allait réussir à s'organiser pour respecter un planning et arriver à faire la prestation. Donc là, la totalité des candidats nous propose un délai d'études et de travaux de 26 mois, avec une période de travaux de 15 mois. Alors, seul Senec avait une période de travaux un peu moins importante. L'entreprise BEC nous dit que le mois d'août sera travaillé. Donc, et l'entreprise Eiffage qui commençait à faire des demandes d'adaptation des délais sur la base d'une négociation. Donc, bon, là-dessus, on a quand même considéré que la totalité des entreprises, c'est des grosses entreprises, de travaux publics notamment, seront capables de réaliser. On a aussi de l'organisation et de la coordination du groupement. Là, BEC nous explique clairement comment ils vont s'organiser. C'est plutôt conforme à nos attentes. Le Eiffage et Senec ont fait l'impasse sur certains points importants, notamment la relation entre l'architecte et l'entreprise. Donc, ils ont été un petit peu sanctionnés. C'est pour ça que le code couleur en rouge, c'est ce qui est plutôt très défavorable. Le orange, c'est ce qui nous questionne. Et en vert, c'est plutôt les points positifs. Et le dernier sous-critère, c'est la fameuse part des PME et artisans. Donc, BEC nous dit il y a 5 millions sur les 8 135 000 qui seront destinés à des artisans et des PME. C'est à peu près 60% du montant global. Eiffage nous dit c'est un tout petit peu moins de la moitié, 4 100 000. Et Senec nous dit la totalité sera confiée à des PME et des artisans. Alors, c'est une annonce. Quelle est la réalité de cette annonce ? Il faut la mesurer. En tout cas, on l'a valorisée. On est obligé de juger sur les dossiers qu'on reçoit. Et là, vous avez donc les notations qui sont en totale cohérence avec les observations. Là, c'est des extraits, mais vous retrouvez le document en annexe du rapport de présentation. Donc, on a aujourd'hui sur le coût de l'offre
Donc sur le coût d'investissement, la note maximale pour l'entreprise BEC, avec ensuite une règle de l'inversement proportionnel qu'on a l'habitude de connaître sur la totalité de nos marchés. La dynamique est inverse sur le coût d'exploitation maintenance, même si le rapport, là encore, économique est différent. Ensuite, qualité architecturale et technique. Donc au niveau architectural, on voit que l'entreprise BEC a la note maximale. D'un point de vue technique, on retrouve une égalité entre Sénèque et BEC et une note un peu moins importante pour Eiffage. Sur le niveau d'engagement, de performance et d'entretien maintenance, là on voit que l'entreprise BEC a la note maximale, avec une note qui malgré tout reste tout à fait cohérente par rapport au type de projet. L'organisation et les délais, on a l'entreprise BEC qui a la note maximale, en cohérence avec les observations que j'ai pu vous donner tout à l'heure. Sur le deuxième sous-critère, l'entreprise Eiffage et Sénèque ont été un petit peu sanctionnés par rapport à ce que je vous ai dit. Et ensuite, on retrouve une notation très mathématique sur la part des PME. Et on retrouve un total, et c'est ça qu'il faut, à mon avis, retenir, 87,11 pour l'entreprise BEC, 74,63 pour le groupement Eiffage et 74,78 pour le projet de Sénèque. Donc on a une des trois entreprises, un des trois groupements qui obtient une note bien supérieure aux autres. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est en totale cohérence avec ce que le jury nous a fait apparaître, parce qu'en jury, on analysait le volet architectural et technique. Avec la commission d'appel d'offres, on a analysé le détail des mémoires techniques et le détail pour le coup un peu plus technique et organisationnel. Et tout ça s'aligne et nous met en exergue une des entreprises. Il n'y a pas vraiment assez sûr que si on avait dû faire le choix entre Eiffage et Sénèque, on aurait été un peu plus embêté. Là, c'est moins le cas. Et donc, après avis unanime du jury et de la CAO, ce qui est proposé, c'est de retenir l'offre du groupement d'entreprises dont le mandataire est la société BEC Construction, donc avec la prestation supplémentaire éventuelle numéro 1, je vous rappelle, qui intègre l'exploitation maintenance et le gros renouvellement pour 3 ans, sachant que, je vous le rappelle ici, le prix de l'entreprise qui semble devoir être retenu est le même, qu'on intègre ou pas le gros entretien et le renouvellement, donc vous avez tout intérêt à le faire. Voilà pour un rappel et une synthèse de ce que vous retrouvez dans votre rapport de présentation. Après, on peut rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Merci, M. Cardona. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation de procédure? Donc, ce que l'on peut en retenir, c'est qu'il y a un avis unanime, comme l'a dit M. Cardona, à la fois de la commission d'appel d'offres et du jury, qui était composé de 3 architectes missionnés spécialement pour cette opération de jugement du marché global de performance. C'est l'opérateur, donc le moins 10 ans, qui est aussi le plus performant du point de vue technique dans son dossier. Cela signifie aussi qu'on ne peut pas choisir qui on veut, c'est clairement le message qu'il faut faire passer. Une entreprise, même pour des sommes d'ailleurs beaucoup plus résiduelles, mais de façon encore plus importante pour des sommes de ce niveau qui vont quand même obliger la commune à emprunter pour de nombreuses années, on va le rappeler tout à l'heure, il est bien évident qu'on ne peut pas se permettre de choisir de façon arbitraire et qu'il faut être le plus rigoureux possible. C'est ce qui a été fait avec cette procédure, avec des professionnels qui sont venus assister aux opérations. Et donc, on a la chance d'avoir une notation qui soit claire et qui soit suffisamment distanciée entre le lauréat et les autres concurrents pour avoir choisi avec certitude bien le candidat qui a rendu la meilleure copie. Voilà, donc on aurait pu être dans une situation, M. Cardona l'a souligné, beaucoup plus complexe lorsque les notes sont beaucoup plus proches. On va passer à la suite de la présentation. Donc je vous propose cette présentation qui va reprendre 2 grands axes. Le premier qu'on ne veut pas négliger, c'est le signal qu'on veut donner à l'ensemble des usagers des écoles existantes et du groupe et du restaurant scolaire. C'est qu'on prend soin des écoles qui vont survivre à cette opération. Il y en a une qui va être détruite, l'école Marie-Jean Solin, une fois que la nouvelle école sera construite. En revanche, les autres, qui sont parfois vieillissantes, vont perdurer pour de nombreuses années. Donc notre mission, c'est d'en prendre soin. Donc on les réhabilite au fur et à mesure. On l'a déjà fait cet été avec l'école Jean Écart, qui était la plus vieille d'entre elles et qui était une passoire thermique. Elle avait 51 ans, cette école. On a fait une rénovation, on va le voir un peu plus tard, à la fois par l'extérieur, les menuiseries et un rafraîchissement. On va également désimperméabiliser, végétaliser tous les espaces extérieurs, que ce soit les cours ou les cheminements. On va en voir la raison, l'intérêt et le coût. On s'occupe aussi de la mise à niveau numérique, puisqu'on avait des écoles qui, il y a une quinzaine d'années, étaient parmi les plus performantes de l'académie. Et puis,
la technologie allant très vite, on s'est retrouvé dans une position un petit peu moins exemplaire à un certain moment, puisque on est passé d'une logique d'ordinateur de poste de bureau à une logique de numérique mobile. Il a fallu s'adapter. Donc petit à petit, on s'est remis à niveau. Et là, cette année, on a pu équiper, on le verra, nos classes avec notamment des écrans numériques, tout en conservant l'usage des tablettes et des ordinateurs. C'est un outil indispensable numérique à la fois pour la qualité des enseignements et puis pour la formation des élèves. Le deuxième axe, donc après les écoles existantes, on va vous parler de la nouvelle école, ce nouveau groupe scolaire qui va être composé de 11 classes de maternelle et de 4 classes d'élémentaire. On va présenter les différentes composantes de cette école, mais aussi s'attarder sur la desserte en stationnement et en voirie, qui est aujourd'hui un point noir qu'on a voulu résoudre. On verra aussi qu'on a expérimenté depuis un mois un système qui nous permet d'avoir déjà un retour très satisfaisant, peut-être encore plus que ce que nous attendions. Donc pour recontextualiser ce projet, historiquement, nous avions depuis quelques années déjà la certitude d'avoir un besoin en termes de locaux scolaires dû à la fois à l'augmentation démographique de la commune et au renouvellement générationnel. Lorsqu'on a des logements neufs, on a forcément des familles nouvelles qui viennent s'installer. Lorsqu'on ne construit pas, on a plutôt un vieillissement générationnel, donc les élèves qui, à un moment donné, allaient dans les écoles maternelles, les écoles primaires, grandissent, vont au collège, au lycée, travaillent, et il y a une baisse de fréquentation, c'est ce qui se passait dans les années 2005-2008, avec quelques fermetures de classes dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Et puis la loi SRU, mais aussi la formidable attractivité du territoire varois. Nous sommes une très belle commune dans un très beau département. Eh bien, tout cela est à l'évidence vu comme une opportunité de venir s'installer là où il fait bon vivre. On a une commune qui est située à quelques kilomètres de la grande ville, de Toulon, de ses services, du littoral, de nombreux points d'intérêt culturels, touristiques, mais aussi économiques. Il y a une grosse force économique sur ce territoire. Et donc forcément, il y a une forte demande en logement. La loi SRU, bien sûr, n'a fait qu'amplifier cette nécessité de construire, puisque nous étions en situation de carence avec un pourcentage très faible de logements sociaux. 20% étaient exigés depuis l'année 2000, 25% avec la refonte et la loi Duflot, 25% de logements sociaux par rapport à l'habitat total. La municipalité a fait le choix depuis les années 2005-2006, avec la construction notamment des logements sociaux des 4 saisons sous Intermarché, puis ensuite vous les connaissez, hein, la Reine Didon au-dessus du stade, la Fontaine Dorée sur l'ancien stade, la Fontaine Dorée en face du gymnase, et de nombreuses autres entités comme la Tuilerie a fait le choix de répondre à cette exigence de la loi qui mettait la commune devant des sanctions à la fois financières et un risque de perdre le droit de sol, puisque l'enjeu du non-respect de la loi SRU, c'est à la fois d'être frappé par des pénalités très fortes en fonctionnement, mais aussi de voir les services de l'État prendre la main sur les projets de construction de logements sociaux. Donc depuis 2008, les triennalités de rattrapage des logements sociaux ont été respectées. Nous sommes toujours largement en dessous du pourcentage des 25% qui est revendiqué par l'État. Mais nous avons tout de même un nombre important de constructions qui ont eu lieu au cours de ces dernières années. Il y a beaucoup de logements qui vont être livrés dans les mois à venir, notamment au niveau de la Guibotte, des Serves, des perrons au-dessus du stade, de l'Auvel. Et forcément, cela nécessite d'anticiper et de recalibrer nos équipements publics. Je dirai un mot tout à l'heure sur la politique concernant le logement. On assume ce qui a été signé, bien sûr, avant l'année 2021, mais on verra que nous avons peut-être d'autres priorités pour les années à venir. Donc c'est une priorité démographique, cette école. C'est une priorité aussi parce que dans la politique municipale, depuis de nombreuses années,
la part belle est faite à l'éducation. Moi-même, je suis issu du ministère de l'Éducation nationale. Je ne vais pas contredire ce principe et cette priorité. On a vu que ce projet était soumis à des contraintes juridiques et techniques assez fortes. Historiquement, on devait le construire au-dessus du nouveau stade. On a été contraint, en raison du durcissement de la loi sur l'eau à 2 reprises, bien de rebrousser chemin, puisque le projet devenait, dans un premier temps, très coûteux, puisqu'il fallait remonter tous les bâtiments et les faire sur pilotis. Dans un deuxième temps, il devenait coûteux et incertain au regard des jugements qui allaient être portés par les services de l'État. Donc on a préféré, et je pense de manière plus sage, se rabat sur le groupe scolaire existant, où il y avait encore un foncier résiduel, en l'occurrence l'ancien boulodrome Marius-Jean Solin, et avec l'acquisition d'un terrain complémentaire, l'ancienne propriété Le Floc, nous avons délimité le foncier qui va nous permettre de mener à bien ce projet. Ce projet, il se veut partagé et co-construit, bien sûr, avec les élus, dans les différentes commissions au travers desquelles on le présente, que ce soit les finances, l'urbanisme, la commission éducation également, mais aussi avec les acteurs directs. On a déjà, en préambule de cette réunion du conseil municipal, présenté ce projet au directeur des 4 écoles, accompagné de plusieurs enseignants, aux représentants des parents d'élèves, et également notre personnel communal qui fréquente nos écoles, puisqu'ils sont concernés au plus haut plan également. Voilà, nous avons déjà vu les caractéristiques du marché global de performance. Donc il y a 3 axes pour améliorer la performance des bâtiments déjà existants. Le premier, c'est de travailler sur l'isolation, notamment de ces écoles et du restaurant scolaire. Le deuxième, c'est de désimperméabiliser, de végétaliser les espaces extérieurs, en particulier les cours de récréation. Et le troisième, on l'a vu, c'est la mise à niveau numérique. Alors, concernant la réhabilitation, pour l'isolation thermique, on a déjà mené une opération à bien cet été, en collaborant avec une entreprise qui avait justement décroché ce marché. L'objectif était de dépasser les 30% d'amélioration de performance énergétique. Cela a été chose faite. Cela permettait aussi de décrocher une subvention. C'est toujours une stratégie intéressante lorsqu'on gère des finances publiques, de ne pas être seul à payer les investissements. En l'occurrence, c'est les services de l'État qui ont abondé à hauteur de 34% des travaux, soit 89 000 € de subvention. L'école Jean Écart donc fait l'objet d'une isolation par l'extérieur, d'un rafraîchissement avec l'installation de packs en lieu et place de la vieille chaudière à gaz, qui fait encore office pour l'école Jean Monnet d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on mène la même opération pour l'école Jean Monnet. Les travaux réalisés à Jean Écart ont donné pleine satisfaction, puisque le mois de septembre était très chaud et qu'il a été très bien vécu, bien sûr, par les usagers de cette école, au regard des nouvelles conditions de travail. En 2023, suite à l'étude que nous menons sur l'école Jean Monnet, nous réaliserons la même opération d'amélioration des performances énergétiques de cette école, qui est bien sûr moins vieille que Jean Écart, mais qui peut tout de même être optimisée. On le verra très prochainement. Et puis, pour notamment le restaurant scolaire, les années suivantes, on va mener ces opérations qui visent à la fois à améliorer le confort des usagers, c'est-à-dire les enfants, les enseignants et notre personnel, mais aussi à réduire nos factures énergétiques qui sont amenées à largement augmenter du point de vue de l'augmentation des prix unitaires du kilowatt. La deuxième piste d'amélioration, ce sont les toitures pour l'isolation. Donc les toitures, là c'est pareil, hein, lorsque l'argent commence à manquer, il faut aller chercher les idées pour compenser ce manque de trésorerie. Donc nous avons travaillé un projet de photovoltaïque sur la commune en sa globalité. On a déjà parlé en conseil municipal, on va en reparler prochainement, puisqu'on a également réuni la commission de délégation de services publics pour faire un choix d'opérateur récemment. Ça va pouvoir démarrer dès l'année 2023 et s'étaler jusqu'en 2024. Et nos écoles vont faire l'objet de ce processus, c'est-à-dire qu'on va rénover nos toitures, faire prendre en charge le coût des travaux par l'opérateur qui va installer les panneaux photovoltaïques, aussi bien pour la mise en étanchéité que pour l'isolation.
On laissera l'exploitation des panneaux à l'opérateur pendant la durée qui a été proposée dans le dossier. En général, c'est 40 ans. On a ainsi une toiture qui parfois est défaillante. Je fais référence à la mairie qui est plus que vieillissante et qui pose problème, qui va faire l'objet de la même stratégie. L'école Jean Écart, c'est une école où il y a eu énormément de réparations ponctuelles, partielles, suite à des fuites également de toiture. Donc le premier intérêt, c'est de faire financer ces travaux sans douleur. Le deuxième intérêt, vous l'avez compris, c'est d'améliorer l'isolation des bâtiments. Et le troisième intérêt, c'est une fois la mise en exploitation rendue par l'opérateur, au bout de 40 ans, c'est d'avoir une autonomie énergétique qui est rendue à la commune sous forme d'autoconsommation. C'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques, avec leur performance actuelle, dans 40 ans, produiront encore 80% de ce qu'ils sont capables de produire lorsqu'ils sont neufs, et ça sera directement défalqué sur la consommation des bâtiments communaux. Donc c'est une opération qui, à mon sens, me paraît être gagnante pour la collectivité. Et je vous le redis, donc l'opérateur, lui, se paye sur la revente de l'électricité pendant ces 40 années, sachant qu'il y a quand même une partie qui est reversée sous forme d'autoconsommation. C'est ce qu'on a réussi à obtenir après négociation, et notamment sur le bâtiment mairie, puisque nous allons mettre à disposition la toiture de la mairie, la toiture du centre technique municipal, qui est une grande toiture avec une surface particulièrement bien orientée, qui va permettre donc à l'opérateur de récupérer une exploitation très intéressante et de financer le reste des bâtiments. Et nous avons aussi levé une option qui consistera à recouvrir l'un des 5 terrains de boules qui sont au boulodrome Eugène Gate. On soumettra bien sûr ça au club bouliste et Joyeux Boulement de Far-les-Doigts pour leur expliquer le projet. Un projet qui sera bien sûr respectueux des normes de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal et qui permettra aux usagers de gagner en confort, notamment lorsqu'il fait particulièrement chaud, puisqu'ils sont à l'abri du soleil, mais aussi lorsqu'il fait un temps inverse, c'est-à-dire une pluie ou en tout cas une température, un niveau d'humidité qui rend inconfortable la pratique. Là, ils seront abrités, même si ça ne sera pas un bâtiment fermé, ça va améliorer le confort et permettre au club de boules de disposer d'une installation encore plus performante. Voilà pour les toitures, la stratégie. Le deuxième axe d'amélioration des bâtiments, pas des bâtiments, du groupe scolaire en général, c'est de désimperméabiliser les cours, éventuellement les cheminements lorsque c'est possible, et dans un deuxième temps, de planter un maximum d'arbres là où c'est possible également. Donc la désimperméabilisation, ça consiste à décrouter ce qui a été installé il y a de nombreuses années, c'est-à-dire du bitume. À l'époque, il faut se mettre dans une logique qui n'est plus la même aujourd'hui. Il fallait voir le côté fonctionnel, il fallait éviter la poussière, il fallait quelque chose de stable, de durable. Bien sûr, on a tout recouvert de bitume, ce qui a augmenté l'imperméabilité du secteur, ce qui a fait un effet d'îlot de chaleur important, puisque le goudron, en termes de rayonnement solaire, est quelque chose de très sensible, puisqu'on va absorber le rayonnement et le rejeter au fur et à mesure de la journée et même la nuit. Et donc avec des bâtiments qui sont à proximité, la sensation d'inconfort est encore plus forte. On a une végétation qui n'est pas excessive sur le groupe scolaire. On a des endroits qui peuvent encore être optimisés du point de vue de la plantation d'arbres. Donc la solution qui nous semble la plus raisonnable, c'est dans un premier temps de décrouter ces cours au fur et à mesure de nos capacités d'investissement. On va aller chercher d'ailleurs dans les plans de financement des subventions, notamment auprès de l'agence de l'eau, puisque lorsqu'on désimperméabilise un terrain, on permet à l'eau de pluie de s'infiltrer, d'aller rejoindre les nappes phréatiques, plutôt que d'aller encombrer les réseaux ou d'aller s'accumuler sur les voiries. 70% de subventions sont possibles. Il est tout à fait probable que dans 2 ou 3 ans, ces subventions diminuent ou disparaissent. Donc il faut très vite réagir. En 2023, ça sera encore possible, donc on va démarrer. Alors, quand on dit imperméable, quand on dit perméable, ça ne veut pas dire qu'on va tout remettre en pleine terre, ça veut dire qu'on va recouvrir d'un revêtement qui est perméable. Donc il existe des résines qui boivent la totalité des eaux de pluie sans ruissellement,
Il y a des possibilités aussi de varier ces revêtements avec des carrés de potager, avec des surfaces remplies de copeaux de bois qui paraissent très fonctionnels et qui sont présentés notamment dans les salons des congrès des maires, comme quoi c'est très utile d'y participer, et qui vont permettre de diversifier ces natures de sol et de présenter des projets intéressants. Donc des parties où la stabilité permettra notamment de faire des cours d'éducation physique sans souci de sécurité, des parties où on pourra de façon pédagogique mener à bien la culture de potager, puis des parties plus récréatives où il n'y a pas de nécessité d'avoir un sol en dur. Donc la plantation d'arbres, vous savez que ça fait aussi partie des objectifs de ce mandat. On vient d'ailleurs de planter environ 80 arbres sur le bassin de rétention du complexe Jacques Astier, dans le bassin qui est en bordure de route, vous pouvez apercevoir ces arbres. On est en train également d'en planter, donc on a mis plusieurs sujets sur le parking des Monniers, qui sera inauguré en début d'année prochaine. On va mettre 15 sujets de haute taille sur le parking du Laetitia qui est en cours de travaux, avec de nombreux arbustes, 5000 arbustes sur le parking du Laetitia, ça paraît énorme, et c'est bien le cas, on a vérifié. On a la coulée verte où il va y avoir plus de 45 arbres également qui seront plantés en bordure de la résidence Fleur de Ville, qui est située au Cerve, là, qui est en train d'être finalisée. Dans les cours de récréation, on en a rajouté à Marie Curie récemment, puisqu'il y avait la possibilité de mettre 2 mûriers platanes. Nous allons transférer aussi les platanes restants sur l'ancien boulodrome et qui vont être finalement marqués d'une croix blanche, puisque l'implantation des bâtiments rendra impossible leur continuation à l'endroit où ils sont. Donc on va les déplanter et les replanter. On va en mettre quelques-uns sur la cour de Jean Monnet, qui est un îlot de chaleur également. Et puis nous replanterons d'autres arbres éventuellement sur le boulodrome, et on en gardera quelques-uns là où les bâtiments ne vont pas devoir les sacrifier. On en plantera d'autres évidemment. On verra par la suite que le projet de nouveaux groupes scolaires inclut déjà ces principes, bien sûr. Nous n'aurons pas besoin de le rénover avec la volonté affichée pour les anciens bâtiments. Donc je vous ai parlé de la subvention. La région Sud également participe au financement de la plantation d'arbres, et je les saluerai également lorsqu'on parlera du plan de financement. Troisième partie d'amélioration des bâtiments existants, donc la mise à niveau perpétuelle, je dirais, du numérique. Nous avons cette année équipé les 2 écoles élémentaires d'écrans interactifs, un outil formidable qui permet de diversifier les enseignements, qui permet d'accéder à de nombreux logiciels, qui éveille bien sûr la curiosité des enfants, leur permet de progresser à une vitesse phénoménale avec les outils numériques. Nous qui avons connu la préhistoire ou même l'avant numérique, c'est bien sûr pour eux une arme. Je disais tout à l'heure que c'est très important pour leur scolarité, mais aussi également plus tard pour être performant sur le marché du travail. On ne peut plus être aujourd'hui déconnecté de ces outils numériques et prétendre à des postes à responsabilité. Le réseau informatique des postes classiques a été renouvelé et maintenu, sur les écoles élémentaires aussi, avec notamment une belle rénovation des équipes du service technique de la salle informatique de l'école Jean Écart cet été. Et puis le déploiement de l'application Benelu, donc qui se fait petit à petit sur les écoles. Il faut le temps que les directeurs et les enseignants se l'approprient. Mais c'est très intéressant lorsque vous êtes parent d'élèves, et je peux vous le dire, de pouvoir avoir un lien direct avec l'enseignant de votre enfant ou de vos enfants, de suivre ce qu'il fait en classe, de pouvoir rattraper éventuellement le travail lorsqu'il a dû être absent. Voilà, c'est un outil qui permet de renforcer le lien entre parents et professeurs, élèves. Ça n'est pas terminé, bien sûr, il y a encore quelques points à revoir, notamment des photocopieurs qui sont un petit peu anciens, qui sont très sollicités. Alors j'en profite pour dire un mot, c'est vrai que dans notre démarche environnementale, le photocopieur, ce n'est pas forcément l'outil qui nous paraît le plus essentiel, mais on ne peut pas exiger le tout numérique non plus, ça ne me paraît pas de toute façon pertinent. Donc il va falloir continuer bien sûr à travailler le papier, et en particulier pour les enfants, le geste de l'écriture est important, les repères sont importants aussi. Même dans ce monde devenu numérique, on conserve toujours
une partie papier, il faut maîtriser les deux. Donc bien sûr qu'on veillera à ce que les photocopieurs soient installés, mais peut-être qu'on peut faire un effort pour diminuer un peu la consommation. C'est vrai qu'on l'a fait au conseil municipal avec les tablettes, ça permet de réduire le nombre de dossiers et de feuilles. On avait parfois 300 pages par conseil municipal avec les annexes, multiplié par 8 ou 9 conseils municipaux par an, et fois 29 conseillers. Vous voyez que ça fait des chiffres astronomiques. Le bulletin municipal, on a fait cet effort-là aussi de renforcer la version numérique et de ne plus envoyer dans chaque boîte aux lettres la version papier, de 36 pages par trimestre, qui était aussi énorme, mais qui reste disponible dans les locaux municipaux. Ça permet de limiter le nombre de tirages, de gaspillage de papier, ça préserve un peu plus la planète et les arbres. C'est vrai qu'on n'est que la Farlène, je l'avais déjà dit, la France n'est que 0,9% des responsabilités écologiques de cette planète, mais on se doit de montrer l'exemple, ne serait-ce que pour donner à nos enfants les meilleures habitudes. Voilà, donc du point de vue numérique, on continue à répondre aux exigences des enseignants qui n'ont bien sûr qu'une visée, c'est d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage de nos enfants. Et je les en remercie. J'en profite aussi pour remercier les élus qui sont en contact de ce groupe scolaire, donc Anne-Laure Expo-Fonjoli, qui est l'adjointe aux écoles depuis 2 mandats, qui participe à tous les conseils d'école, voilà, qui nous fait remonter les besoins, ainsi que Robert Berti, l'adjoint aux travaux, et qui lui est chargé de la gestion de ces demandes. C'est pas toujours simple, mais voilà, nous faisons de notre mieux. Je les remercie d'avoir ce contact privilégié avec les écoles et d'illustrer la priorité qui a été affichée. J'en profite aussi pour remercier Aline Portelli, qui est la directrice des affaires scolaires, qui elle aussi est très impliquée dans cette vie autour des écoles, que ce soit pour surveiller l'entretien et le nettoyage de ces écoles, c'est essentiel, la restauration, l'animation, notamment 11 heures de périscolaire ou entre midi et 2 sur la pause méridienne. Donc merci à Aline et à ses équipes pour le beau travail qu'ils font ensemble. Une petite parenthèse, on a eu sur la journée de vendredi quelques cas de vomissement chez des élèves, surtout maternels, mais quelques élèves aussi d'élémentaire. On a eu des élèves qui ont vomi avant midi, des élèves qui ont vomi après. J'ai jugé qu'au vu du nombre, même s'il y avait des incohérences dans les heures des symptômes, il a mieux valu prendre toutes les précautions. Donc on a demandé au laboratoire, et c'est dans ce sens que j'ai écrit aux parents d'élèves, de faire l'analyse des aliments qui ont été consommés. La mise en culture nécessite encore 2 jours avant d'avoir des réponses. Nous avons fait faire aussi l'analyse des surfaces, l'analyse de l'eau et l'analyse du monoxyde de carbone. Voilà, pour l'instant, absolument rien d'anormal ou d'inquiétant. La piste d'une gastro-entérite n'est pas à écarter, bien sûr. Il y a d'autres écoles dans lesquelles c'est arrivé alentour, mais on préfère ne pas prendre de risques, vérifier que tout va bien avant de redéclencher le fonctionnement normal du restaurant scolaire. En attendant, on externalise, on fait livrer des repas froids par le prestataire Cirque avec lequel on travaille au centre de loisirs. Ça nous permet de ne pas prendre le moindre risque avec la santé de nos enfants et de s'assurer que tout va bien. Donc, finalement, on aura les réponses définitives en fin de semaine. On a fait un petit geste de remise pour lundi et mardi, puisque lundi, on n'avait même pas de prestataire. Ça nous est arrivé quand même vendredi soir, cette histoire. Le week-end, tout le monde est fermé. Pas possible de prendre de commandes, pas possible de contacter un laboratoire. On a réussi à avoir les astreintes de l'ARS, du rectorat pour suivre le process. Mais pour le repas de lundi, on a fait les choses à l'ancienne. On est allé acheter des denrées. On n'a pas utilisé le matériel habituel. Donc, on a nourri les élèves, il y avait la quantité qu'il fallait. Ce n'était pas le menu qui était prévu au programme, mais on n'a pas pris le moindre risque sanitaire. Par contre, depuis aujourd'hui et jusqu'à vendredi, on travaille avec un prestataire extérieur pour des repas complets dont les menus vont être fournis aux parents lors de la prochaine communication. Voilà pour la petite parenthèse. Donc on a le plan global d'implantation avec les bâtiments. Alors, on va se faire aider par le repère visuel sur l'écran. Donc, vous avez tout en bas le carrefour des écoles, le carrefour de la rue Jean-Écart et de l'avenue de la République, en bas à gauche. Puis, vous avez la petite place du cimetière,
que vous repérez. Ensuite, vous remontez, vous avez le premier triangle à l'intérieur de notre terrain global des écoles. Vous avez ce triangle, c'est l'école Marius Jean Solin, qui est composée de 2 bâtiments. Il y avait eu une extension historiquement. Cette école Jean Solin donc, sera amenée à être détruite une fois le projet terminé, et on va le voir, donnera lieu à l'installation d'un stationnement, un gros stationnement de plus de 100 places, avec la même logique, bien sûr, de végétalisation, de perméabilisation, et surtout un lieu sécurisé par lequel on pourra pénétrer à l'intérieur, non pas des enceintes des écoles, mais à l'intérieur du groupe pour pouvoir justement acheminer les enfants vers les différentes entrées de chaque école. Vous avez le nouveau groupe scolaire qui est en haut à droite, qui est bordé donc par la rue Jean-Écart qui monte à Solesville, à droite du plan, et qui est surplombé par le lotissement de la Condamine, avec 4 maisons que vous voyez au-dessus. Il y en a une qui est en continu, en fait c'est une double maison jumelée, donc il y a bien 4 maisons au-dessus. Le terrain que nous avons acheté l'an dernier, c'est le terrain Le Floc, vous voyez ce triangle-là, voilà, qui est en bordure du groupe scolaire. Vous avez l'école Jean-Écart de l'autre côté, le bâtiment le plus long qui est ici, le terrain de sport de Jean Monnet derrière, et la cour de récréation qui est aussi la cour de récréation de Jean Monnet, mais la cour de récréation de Jean-Écart de l'autre côté. Et puis vous avez l'école Jean Monnet qui est en fait en continuité avec l'école Jean-Écart, qui est ici à l'extrémité ouest donc, du groupe scolaire. Au-dessus, vous avez une petite voirie qui est existante, qui longe la cour de Jean Monnet, puis qui accède à l'actuel boulodrome. Et puis, vous avez les nouveaux bâtiments qui seront implantés. Vous les voyez en marron. Donc, un premier bâtiment, le plus grand, en U, avec la partie marron et les 2 branches blanches qui redescendent, qui sera donc l'école maternelle et ses différentes salles de classe et salles annexes. Et puis vous avez un bâtiment qui est plus petit, mais qui nécessite davantage d'explications, parce qu'il est sur 3 niveaux, alors que l'école maternelle est sur un niveau. Donc c'est un R+1 lorsqu'on est en haut, sur la partie haute du groupe scolaire, donc côté Jean Monnet, Condamine. Et c'est un R+2 lorsqu'on est côté cantine, puisque le rez-de-chaussée côté cantine sera le sous-sol côté Jean Monnet. Vous avez la cour de récréation, on le voit entre les branches du U de la nouvelle école. Et vous avez donc des espaces qui restent à exploiter, dont on va déterminer au fur et à mesure de nos réflexions le meilleur usage possible en termes de circulation et de stationnement. Et voilà pour ce premier slide qui vous situe les différents éléments de ce groupe scolaire. Donc les hauteurs, c'est du rez-de-chaussée pour l'ensemble de l'école maternelle et du R+1 pour les classes élémentaires qui seront l'annexe de Jean Monnet et qui seront aussi en fait le lieu de la 2e salle de restaurant scolaire, puisqu'on crée une nouvelle salle. Donc la démolition de Jean Solin, j'en ai parlé. On va passer au slide suivant. Donc vous avez en noir les aires de stationnement pressenties. Tout en bas à droite, c'est un stationnement qui est déjà existant, qui est sous la propriété Regueza. Ce stationnement, on ne va pas le sacrifier, on va le maintenir, d'autant que pendant la période de chantier, il nous sera très utile. On a un stationnement sur le lieu de l'école Jean Solin qui va forcément nous embêter pendant quelques temps après la fin de la construction du groupe scolaire, puisque nous ne pourrons démolir l'école Jean Solin que lorsque le groupe scolaire sera construit. Donc il y aura forcément une période où nous ne pourrons pas jouir de ce terrain. Alors peut-être qu'en discutant avec les entreprises et par phasage, peut-être que nous pourrons quand même en avoir une partie. L'objectif sera bien sûr de traverser la période de travaux de la meilleure des manières, que ce soit la période de travaux de la construction du nouveau groupe ou la période de travaux de démolition de Jean Solin qui s'en suivra. Et puis vous avez un parking en haut qui est pressenti également près de la nouvelle école maternelle. On n'a pas encore choisi la destination. Ça peut être du dépôt minutes, ça peut être du parking pour le personnel enseignant et non enseignant, ça peut être du parking pour les usagers parents d'élèves. Tout est possible. Pour l'instant, on ne se ferme aucune porte. On a par contre beaucoup de possibilités et donc la capacité, à mon sens,
de réduire les nuisances actuelles concernant le stationnement et la circulation. Et puis nous avons donc cette voirie périphérique qui utilise des voiries existantes, mais qui va aussi passer par une voirie qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'elle va traverser l'ancien boulodrome, et elle pourra ressortir sur la rue Jean Écart. Donc à ce stade-là, on imagine davantage un sens unique sortant sur la rue Jean Écart que l'inverse, voire un double sens. Ça paraît plus cohérent de sortir sur cette rue Jean Écart sans danger plutôt que d'y rentrer en croisant les voies. Il y a deux éléments dont je voudrais vous faire part en supplément de cela. On va créer un parking de 40 places sur la centralité, à l'arrière de la centralité, qui va être connecté directement du point de vue piéton avec la rue des Gueules, qui débouche sur l'école Jean Monnet. Donc avec 250 mètres de marche, on pourra aller de ce parking au groupe scolaire. Donc 40 places supplémentaires qui n'existent pas aujourd'hui, 110 places au parking Jean Solin qui n'existent pas aujourd'hui, des places dont l'usage devra être défini sur la corne du terrain Le Floc là-haut, et le seul parking vraiment existant qui sera maintenu, c'est-à-dire celui qui est coincé entre le cimetière et le terrain Regueza. On a également du stationnement qui n'est pas matérialisé mais qui existe aujourd'hui et qui est un petit peu anarchique, le long de la rue de la Libération, après le rond-point Jean Monnet. On a du stationnement aussi dans les lotissements avoisinants, la Condamine et la rue des Gueules, l'avenue des Gueules qui remontent, qui posent quand même des problèmes de fluidité, voire de sécurité. Et on a aussi du stationnement le long de la rue Jean Écart qui, lui, est réglementé, mais on peut se poser la question, pour la quinzaine de places qu'il contient, peut-être de l'utiliser différemment et d'élargir la voirie pour un usage piétonnier plus confortable et plus sécurisé, par exemple, au profit du parking situé sur le site de l'école Jean Solin, qui, lui, va contenir, je vous le rappelle, plus de 100 places. Donc on va vraiment améliorer les capacités en stationnement de ce groupe scolaire, tout en maintenant bien sûr la politique de financement du transport en commun. On a nos 2 bus qui permettent d'acheminer les élèves et donc d'alléger le nombre de véhicules qui fréquentent le groupe scolaire. On va continuer à le faire. Bon, malheureusement, on doit le faire de façon isolée, puisqu'avant on était aidé notamment par la région, mais au terme de la mise en place de nouveaux critères, lorsque les écoles sont à moins de 3 km de l'habitat d'une commune, la région ne subventionne plus le transport en commun. Donc on avait pris le parti il y a 2 ans de poursuivre le financement seul, avec les deniers communaux. Bien sûr, avec la crise économique, on a eu une réactualisation des coûts qui a été multiplié par 2, avec les coûts d'énergie notamment, du prestataire. Donc pour l'instant, on le maintient. On a la volonté de le maintenir dans le temps. Voilà. La petite croix rouge en bas, c'est un élément dont je voulais vous parler aussi. Nous avons, depuis le 7 novembre et la rentrée des vacances de la Toussaint, mené une expérimentation avec la police municipale. Donc, en observant un peu le carrefour de la rue de la République et le croisement qu'elle constitue avec la rue Jean Écart, j'avais remarqué que les véhicules qui descendaient étaient souvent contrariés par des véhicules qui viennent de l'entrée nord de la ville et de Solesmont, donc, et qui se retrouvent au milieu du carrefour. Alors parfois ils sont passés au vert et ils se retrouvent dans le bouchon, mais le code de la route l'interdit, de se retrouver dans un carrefour et d'être arrêté dans un carrefour. Parfois, ils passent un petit peu plus tard que le vert pour ne pas subir un nouveau temps du cycle suivant des feux tricolores. Quoi qu'il arrive, cela contrarie la descente des véhicules. Donc aux heures de pointe où on a énormément de véhicules à évacuer de la rue Jean Écart, comme vous le savez, eh bien on perdait quasiment la moitié de la temporalité du feu en descente à cause de cette obstruction. Donc première chose, le fait de mettre un policier municipal, bizarrement, ça rafraîchit les idées sur le code de la route, ça permet de se remémorer un petit peu mieux les règles. On n'a plus de véhicules qui obstruent le passage. Et deuxièmement, ça nous permet aussi, et là aussi le code de la route l'autorise, c'est qu'un agent prend le pas sur un feu tricolore et on optimise la durée de passage de la descente des véhicules en faisant passer 5, 6, 7 véhicules supplémentaires. Donc on a réussi depuis un mois à absorber le fameux bouchon qui était une fatalité depuis 25 ans, aussi bien le matin que le soir. Donc on a un temps d'attente qui est devenu tout à fait banal maintenant, aux heures de pointe. Il y a du monde,
Il y a toujours du monde, mais c'est beaucoup plus fluide parce qu'on donne la priorité à la descente, ce qui n'était pas permis par un séquençage des feux jusqu'à présent qui était régulier toute la journée, qui répondait aux besoins normaux de la ville tout au long de la journée, mais qui n'était pas adapté à ces 20 minutes qui succèdent aux heures d'entrée et de sortie du groupe scolaire. Donc vous pouvez y aller aujourd'hui à 16h40, à 16h45, vous verrez que tout se passe bien, à 8h, à 8h40 le matin aussi. Voilà, on n'a plus des fils qui remontent jusqu'au virage de la route de Solesville, voire au-delà. Tout ça est terminé. Je précise quand même qu'il peut arriver à l'avenir, on l'a connu malheureusement, et ça se reproduira inéluctablement, avec un accident sur l'autoroute, un tunnel de Toulon fermé, eh bien les voiries secondaires sont prises d'assaut dans les communes, puisque les gens quittent l'autoroute, passent par tous les centres-villes, et à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on ne libérera pas le feu qu'on ne pourra pas libérer la circulation sur le groupe scolaire, c'est parce que tout sera bouché partout. Donc ça arrive 3 ou 4 fois par an, vous le savez. En cas de forte intempérie, ça peut être un petit peu plus tendu aussi, puisque les gens vont moins venir à pied. On s'est aperçu, on va le voir tout à l'heure, dans nos intentions, qu'on prend en compte le fait qu'un nombre important de piétons viennent sur le groupe scolaire, ce qui est une bonne chose. On va essayer d'ailleurs de les réconforter du point de vue de la sécurité. Mais en dehors de ces journées exceptionnelles de bouchons liés à diverses problématiques générales qui échappent à la commune ou d'intempéries, eh bien, écoutez, la solution de banaliser le feu rouge avec la police municipale qui gère la circulation, ça donne satisfaction et probablement que ça va nous permettre de résoudre ce problème qui était historiquement installé, qui a d'ailleurs beaucoup perturbé les élus de Solesville, à qui donc je réitère les résultats de cette expérimentation. Cela fonctionne, donc je les invite à venir voir le résultat et on aura peut-être franchi cet obstacle. Le slide suivant, ça concerne la circulation piétonne, avec, vous le voyez, ces bandes vertes qui sont les axes qu'on a voulu prioriser. Donc tout en bas, vous avez la remontée piétonne du carrefour dont on parlait, avec le début de l'avenue Jean Écart, et une traversée qu'on va probablement remonter un petit peu plus haut pour ne plus la situer dans le carrefour. Aujourd'hui, les gens suivent un peu leur instinct. Je crois que ça s'appelle la voie du désir en urbanisme. On va au plus court, on ne va pas forcément vers le lieu le plus sécurisé, on coupe. Et les gens coupent le carrefour. Donc on va essayer de matérialiser cela pour qu'ils aillent traverser sur une voie bien plus sécurisée, un petit peu plus haut donc que le parking du bas du cimetière. On va également envisager de remonter le plateau qui est aujourd'hui au niveau de l'entrée intermédiaire du cimetière, qui va passer au niveau de l'accès au parking qui est au-dessus du cimetière et qui en plus va se rapprocher de la descente de Solesville et donc inciter les gens à ralentir plus tôt. C'est un lieu qui sera intéressant du point de vue de la traversée puisqu'on conserve le parking qui est de l'autre côté de la route. Et je vous l'ai dit, donc, on pourrait rajouter une bande verte sur le long de l'avenue Jean Écart, puisqu'il sera tout à fait envisageable, à mon sens, de supprimer une partie de la circulation pour agrandir le trottoir et permettre aux gens, donc, sans traverser la voie, depuis le parking Jean Solin, d'accéder aux écoles de ce côté aussi. Donc on va travailler sur ce point-là. Il y a une bande, vous le voyez, sur le rond-point de Jean Monnet. Alors on l'a mis sur le rond-point, mais c'est parce qu'actuellement, c'est comme pour le premier carrefour, un endroit où beaucoup de monde cohabite, les piétons, les trottinettes, les vélos, les deux roues, les voitures, parfois des camions de livraison qui ont oublié que l'heure n'était pas propice à la livraison. Et on se retrouve dans un endroit où le policier municipal qui est en charge de la circulation est parfois en difficulté. Donc là aussi, on va probablement matérialiser une traversée piétonne un petit peu plus bas sur l'avenue de la Libération, probablement à mi-chemin de l'entrée de l'école Jean Écart et de l'école Jean Monnet. Voilà, ce qui permettra de ne plus faire cohabiter la circulation sur le rond-point et les traversées des piétons. Et enfin, vous avez ce cheminement au cœur du groupe scolaire qui va partir donc du parking, du futur parking du bas du groupe scolaire qui est sur le terrain de l'actuelle école Jean Solin et qui va permettre de desservir toutes les écoles, les 4, avec des entrées bis
puisque vous aurez une entrée bis à l'école Jean Écart, qui existe déjà aujourd'hui, une deuxième entrée à l'école Marie Curie, qui va passer au-dessus du restaurant scolaire, une deuxième entrée, on verra tout à l'heure l'entrée principale pour le nouveau groupe scolaire, et puis une deuxième entrée pour l'école Jean Monnet, puisqu'on peut parfaitement se rendre soit dans les classes de l'annexe, la future annexe de l'école Jean Monnet, soit même dans la partie principale par le cheminement qui longe à l'arrière de l'école Jean Écart. Voilà pour les intentions en termes de piétonnement sur ce groupe scolaire. Je vous l'ai dit, la partie située en haut à droite sur le terrain Le Floc nous laisse des possibilités supplémentaires. Il y aura un accès piéton par là aussi, puisque l'entrée principale du groupe scolaire décidée par les architectes a été positionnée à cet endroit-là. Je continue le slide suivant. On a du coup, de la part des architectes, une intention de créer un lieu d'échange au sein de ce groupe scolaire, là au moment des heures d'entrée et de sortie, qui s'appelle le quartier ou la place des restaurants. C'est eux qui l'ont appelé ainsi, puisqu'il y aura 2 restaurants scolaires, comme je vous l'ai dit, on va le voir sur l'implantation tout à l'heure des bâtiments. Le restaurant scolaire existant, avec la cuisine centrale qui va perdurer, et puis l'annexe, la nouvelle annexe du restaurant scolaire, qui sera une salle équipée avec un coin pour réchauffer bien sûr les plats, mais la cuisine viendra de notre cuisine centrale, puisque nous avons une cuisine traditionnelle dont on est très fiers et qui fonctionne très bien. Et nous aurons donc plusieurs restaurants finalement dans l'esprit. C'est un lieu donc où les parents vont se croiser, où le lien social également peut entrer en jeu. C'est un lieu qui est censé être convivial et que l'architecte d'ailleurs travaille de ce point de vue-là avec des éléments paysagers, avec un petit théâtre de plein air. On le voit sur le slide suivant dans le détail. On a des espaces verts, on a une petite passerelle également qui va permettre de rejoindre l'école Marie Curie, et donc les accès qui permettent d'aller à la fois au rez-de-chaussée de la nouvelle salle de restaurant, mais aussi à la nouvelle annexe de Jean Monnet et au futur groupe scolaire sur le haut. Donc ce que vous voyez, les petits ronds que vous voyez là avec les petites barrettes autour, ce sont les tables et les chaises des 2 restaurants scolaires. Vous situez l'ancien restaurant scolaire en bas à droite avec le triangle là qui est devant, qui est un espace vert qui est devant la salle des maternelles. Et bien sûr, ce restaurant scolaire se continue au-delà de l'illustration. Et donc la nouvelle salle de restauration qui est à la gauche du schéma et qui va permettre de séparer de façon encore plus matérialisée le public des écoles élémentaires et le public des écoles maternelles, puisqu'on aura 3 salles d'un côté, une salle de l'autre, donc on aura vraiment de quoi permettre à chacun de rester avec sa génération. Voilà. Alors on passe à la composition numérique de ces surfaces. Donc 1971 mètres carrés, 25, on l'a vu tout à l'heure, c'est conforme à la demande, c'est même 10 mètres carrés supérieur, avec 11 classes pour l'école maternelle. Pourquoi 11 classes? Parce qu'on en démolit 8 à l'ancienne école, à la future ancienne école Marius-Jean Solin, et on répond à la demande liée à l'accroissement démographique de la commune et au renouvellement générationnel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec 3 classes supplémentaires, donc 11 classes potentiellement de maternelle. Peut-être qu'on n'aura pas besoin tout de suite de ces 11 classes, hein. C'est même très probable que les 11 classes ne soient pas ouvertes à la rentrée 2025 quand le projet sera terminé, mais en tout cas on répond à des besoins identifiés suite à l'étude démographique. Ces 11 classes de maternelle sont composées donc de salles faisant 60,5 mètres carrés, conformément au cahier des charges de l'Éducation nationale. Il y aura 2 salles et 2 dortoirs, 2 salles pour les ADSEM, 2 dortoirs, l'un et l'autre situés sur chacune des ailes de l'école pour des questions de répartition des effectifs. Les locaux, bien sûr, nécessaires pour le ménage, le rangement, une salle des maîtres, le bureau de la direction, des locaux de rangement, et puis aussi, on le verra, une grande salle polyvalente de 250 mètres carrés qui sera utilisée aux heures de cours
par les maternelles, mais qui pourra parfaitement être utilisé aussi en dehors des heures de cours par la commune, voire par l'accueil de loisirs dont on envisage une implantation en annexe au sein de cette école, puisque ce n'est pas en concurrence en termes d'usage. On n'est pas sur les mêmes jours, on n'est pas sur les mêmes horaires. La deuxième partie, donc on l'a vu, ce bâtiment de 3 niveaux, avec un R+1 d'un côté, un R+2 de l'autre, composé donc du restaurant partie basse, de l'école élémentaire sur les 2 autres niveaux, avec des salles là, qui sont composées de surface un petit peu plus faible, 51,05 m². La minimale de l'éducation nationale exigée, c'est 50 m², en tout cas la préconisation, pardon. Une salle d'activité de 36 m² dans cette annexe qui permettra quand même aux classes qui utilisent ce deuxième bâtiment de l'école Jean Monnet de ne pas forcément rejoindre l'école principale à chaque instant. Là aussi, il y aura des locaux de rangement. Et puis, il y a une jolie terrasse qui a fait l'objet de curiosité lors des réunions, qui permettra, pourquoi pas, des usages d'enseignement diversifiés, notamment de la lecture, d'après ce que préconisaient certains enseignants. Un bâtiment donc éligible au RE 2020. Alors, on a le plan plus détaillé. Vous voyez mieux ce U là, qui compose donc cette école maternelle, avec des salles de diverses natures, donc 11 salles de classe. On peut les montrer là avec les points rouges. Voilà. On a des salles, donc les 2 salles de dortoir. Voilà, ici. Et ici, on a les salles du personnel communal, donc des assistantes maternelles. On en a 2 aussi, une dans chaque aile. On a eu quelques remarques sur le positionnement, on en prendra bien sûr compte pour coller au mieux aux exigences et aux préconisations de notre personnel et du personnel enseignant. On a les salles de direction, la salle des professeurs. On a des locaux techniques ou de rangement. Les locaux techniques sont en haut à gauche, là. Voilà. Et puis on a la grande salle d'activité qui, elle, est à l'extrémité du U, à côté de l'entrée, dont on verra une image à la fin. Au milieu de ce U, vous avez la cour de récréation, avec des parties couvertes, avec des préaux et un péristyle notamment des bâtiments. Et vous avez cette partie qui, dans les intentions de l'architecte, cette cour de récréation permet de diviser en 2 parties, l'une pour les petites sections et puis l'autre pour les moyennes et grandes sections, puisqu'il y a quand même un écart important à cet âge-là entre les différents niveaux d'école maternelle. Vous voyez que d'emblée, il y aura une végétalisation, il y aura dans les surfaces une grande perméabilité, et puis l'attention a été portée sur le côté paysager, bien sûr. Donc voilà pour la composition de l'école la plus grande. Et puis vous avez le bâtiment donc, numéro 2 qui paraît plus petit vu du dessus, mais qui est sur 3 niveaux, je vous le rappelle. Donc vous avez en rez-de-chaussée une salle de cours, vous avez quelques petits locaux de rangement, une salle d'activité, et puis vous avez OR+1 qui est en haut à droite, qui a été déporté. Alors pardon, vous avez la salle justement d'activité qui est au R+1 et 3 salles de cours. Donc 4 salles de cours pour les élémentaires en supplément de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis vous voyez, ça fait un L inversé. Là, vous avez un espace pour la terrasse qui est en bordure donc, de cet étage et qui sera bien sûr sécurisé. Les élèves ne pourront pas s'y balader comme ils voudront. Il y aura une rambarde réglementaire. Ça ne sera pas quelque chose qui posera un problème de sécurité. Alors si on analyse les volumes dans l'espace, vous voyez la superposition des niveaux sur le bâtiment dont on vient de parler, le restaurant en sous-sol mais qui est en rez-de-chaussée côté cantine. Le premier niveau avec une salle de classe élémentaire, un préau également à ce niveau-là, pour l'école Jean Monnet, l'annexe de l'école Jean Monnet qui bénéficiera donc d'une cour de récréation également avec préau. Et puis,
au deuxième étage, 3 salles de cours, une salle d'activité et l'accès à la terrasse. On le voit un petit peu mieux sur ce plan-là. Et vous le voyez, mais pour l'école maternelle, vous n'avez qu'un seul niveau. Tout est en rez-de-chaussée. Donc vous voyez le dessin proposé par l'architecte qui sera l'entrée principale de cette école maternelle. Là, c'est comme si vous étiez dos au cimetière le plus haut et que vous avez traversé la route. Donc vous vous retrouvez face à ce nouveau groupe scolaire. Vous êtes même dos au terrain Regueza, je dirais. Donc vous avez un accès piéton qui est bien différencié de l'accès routier. Il n'y a pas de conflit d'usage entre les deux. Vous avez une entrée qui est bien identifiée, mais qui ne sera pas la seule entrée, comme je vous l'ai dit, deux possibilités, une par l'extérieur ici, une par l'intérieur du groupe scolaire. Ça permettra de diviser les flux. Là, ce qu'on voit sur la gauche du bâtiment, c'est la salle d'activité dont on a parlé, dont l'usage pourra très bien être rendu polyvalent. Et sur la droite, donc c'est le principal axe du bâtiment avec l'ensemble des salles essentiellement de cours qui seront accessibles également par cette entrée. La vue suivante, c'est la vue de l'annexe de l'école Jean Monnet. Là, vous êtes dos au plateau sportif de Jean Monnet. Vous regardez vers Marie Curie actuellement, sauf que à ce moment-là, nous aurons fait construire ce bâtiment. Donc vous voyez à droite, vous avez le rez-de-chaussée côté haut, avec la salle de cours et le préau, et puis le premier étage qui est composé de 3 salles de cours et d'une salle d'activité et d'une terrasse. De l'autre côté de ce bâtiment apparaît ce qui est en sous-sol de ce côté, c'est-à-dire le deuxième restaurant scolaire. Une cour de récréation donc, qui permet aux élèves de ne pas avoir systématiquement à aller de l'autre côté de la cour. C'est une option qui est intéressante, mais ils pourront parfaitement se mêler avec les élèves du bâtiment principal, puisque rien ne fera obstacle à ce qu'ils rejoignent l'un et l'autre le bâtiment dans lequel ils ne sont pas installés en salle de cours. La distance est d'environ une centaine de mètres entre les deux bâtiments. Ça semble quand même tout à fait convenable. D'autant que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'installations autonomes sur cette antenne. Et un préau pour les jours de pluie. On passe au côté financier. Donc on connaît maintenant la dépense, bien sûr, avec les réactualisations qui seront toujours possibles à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des prix de la construction. Le coût global, la conception et la réalisation c'est-à-dire les travaux de ces bâtiments, vont coûter 8 135 400 € hors taxes, auxquels il faudra ajouter la démolition de l'école Marius-Jean Solin, ainsi que la réalisation de parking sur l'assiette sur laquelle elle a été installée, où elle est toujours installée. Donc c'est 685 000 € hors taxes supplémentaires. La mise à niveau des VRD, donc tout ce qui est voirie, réseau divers, 650 000 € également, qui sont à budgétiser, pour un total donc, de construction et de démolition de 9 470 400 € hors taxes, auquel nous allons ajouter le budget nécessaire à la politique de rénovation que nous menons sur les bâtiments scolaires, c'est-à-dire la rénovation énergétique, la désimperméabilisation et l'amélioration des espaces extérieurs et des espaces verts pour 1 200 000 € hors taxes. Donc le total de dépenses qu'il est prévu d'effectuer sur ce site s'élève à 10 670 400 € hors taxes. On pourrait même y ajouter le foncier qui a déjà été payé pour l'achat du terrain Le Floc qui s'élève à pratiquement 1 million d'euros. En recettes, pour équilibrer, puisque là aussi on est dans le cadre d'un budget finalement, nous avons fait un emprunt que nous avons déjà voté en conseil municipal, un double emprunt
pour une somme de 8 millions d'euros, donc 5 millions d'euros sur 25 ans et 3 millions d'euros sur 15 ans. On a eu la chance ou peut-être le nez de contracter ce prêt avant que les taux remontent d'une façon relativement marquée, même si ce n'est pas encore une hausse faramineuse. Il y a tout de même plus d'un point virgule 3 d'écart avec ce que nous avons pu obtenir à ce moment-là en début d'année 2022. Donc on est aux alentours de 1,60% de taux. Les subventions, on vous a stipulé ces subventions parce qu'elles ont été notifiées, et j'en remercie d'ailleurs les partenaires. Donc le département du Var va débloquer une subvention de 720 000 euros pour ce groupe scolaire, une subvention qui à un moment donné avait un peu disparu des radars. Donc on a pu la faire ressortir, et j'en remercie le président du département. La région Sud, pour 1 269 723 euros, là aussi c'est une subvention qui est notifiée avec 180 000 euros pour la conception, la maîtrise d'œuvre, et un petit peu plus d'1 million pour la partie travaux. Donc là aussi, la région Sud sera un partenaire assez fort de ce groupe scolaire, et je remercie également son président pour cette subvention qui va nous aider, qui va nous permettre de contrer les surcoûts constatés dont on a parlé tout à l'heure. La région là, qui récompense le côté développement durable mis en avant par notre projet. La caisse d'allocation familiale, là, c'est une stratégie qu'on a mise en place puisqu'on va installer une annexe de l'accueil de loisirs, puisqu'on a aussi des problèmes de capacité d'accueil. Hein. C'est bien sûr une préoccupation connexe, puisque c'est la même population que le groupe scolaire. Nous allons implanter une annexe dans les écoles, ce qui va nous permettre de décrocher à coût constant une subvention supérieure, donc 300 000 euros visés auprès des services de la caisse d'allocation familiale. L'État, on s'est montré modeste. On a réitéré ce qu'ils ont déjà accordé pour la rénovation du bâtiment de Jean Écart, puisque les services de l'État subventionnent la rénovation énergétique des bâtiments. J'apprécierais, je ne suis pas le seul maire à le dire, hein, que l'État accompagne peut-être davantage ces projets qui sont tout de même largement issus des lois SRU et des lois Duflot, et pour lesquels les communes sont un peu laissées orphelines quand même en termes de dépenses d'équipement et puis de fonctionnement. On est quand même pas très bien accompagné lorsque la loi Allure et la loi Duflot ont été respectées. On a toujours la menace du bâton si on ne la respecte pas, mais je pense qu'on pourrait quand même récompenser les communes qui ont fait preuve de résilience. Une subvention de l'agence de l'eau à hauteur de 200 000 euros. Cette subvention, c'est pour la désimperméabilisation des cours de récréation, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce qui nous permet quasiment d'équilibrer le budget avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'emprunt déjà contracté et les subventions. Pour l'instant, on a un solde qui doit faire appel à des fonds propres pour un total de 180 677 euros, mais pour l'instant, on n'est quand même pas à l'euro près à ce niveau-là. On a fait une provision qui est importante, hein, déjà, grâce à des économies budgétaires qui est de l'ordre d'1 million d'euros. Donc on a largement de quoi assumer ces 180 000 euros qui sont estimés à ce moment-là des opérations et qui englobent des opérations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne concernent pas que le nouveau groupe scolaire, mais également l'extérieur des écoles et les vieilles écoles. Donc voilà le budget dans sa globalité qui est proposé donc à hauteur de 10 670 400 euros. Le phasage avec le calendrier. Alors nous avons fait ce conseil municipal au plus tôt, hein, après la notification du marché global de performance. Je n'ai pas voulu qu'on attende le 20 décembre, puisqu'on avait bloqué une date pour le conseil municipal, parce qu'on perdait encore 2 semaines. Hein. Il faut que le prestataire puisse déposer au plus tôt le permis de construire. Vous voyez à gauche de l'écran, là sur la frise, le PC, c'est le permis de construire, avec une date objectif au 31 janvier. Le début des travaux en fin d'année, dernier trimestre 2023. On peut dire un mot sur les nuisances éventuelles et ce qu'on envisage pour cette cohabitation entre le fonctionnement des écoles et le chantier. On a la chance d'avoir des bâtiments
qui ne sont pas orientés vers le site qui va faire l'objet des travaux. On a l'école Jean Écart qui est en long finalement et qui ne va pas avoir une vue directe, encore moins le bruit de ce chantier. L'école initiale de Jean Monnet est assez éloignée. L'école Marie Curie est entièrement tournée de l'autre côté. Le restaurant scolaire également, et l'école Jean Solin est la plus éloignée du chantier avec Jean Monnet, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter non plus. Donc on a quand même la chance d'avoir une bonne situation de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on aurait pu s'inquiéter davantage si les bâtiments avaient tous été tournés vers le site du chantier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de nuisance, hein. Il y aura forcément un peu de bruit. On a quand même changé la plupart des menuiseries, donc il sera réduit. On aura un peu de poussière. On aura des véhicules à surveiller, hein. Bien sûr, il faudra veiller à ce qu'ils ne circulent pas aux heures d'arrivée et de départ des enfants, des familles en général. On aura un stationnement qui sera impacté, puisque le personnel se gare actuellement sur l'ancien boulodrome, donc il faudra veiller à avoir avec le constructeur des phasages permettant de laisser des terrains d'assiette pour le parking que l'on va perdre, pour essayer d'avoir la période la moins difficile possible, à la fois pendant le chantier et puis pendant la transition qui va séparer la fin du chantier, la livraison de la nouvelle école, et la démolition et l'aménagement du nouveau parking Jean Solin. Voilà, pour la démolition de la future ancienne école Jean Solin, on essaiera de faire autant que possible toutes les opérations en temps masqué, sauf celles évidemment qui nécessiteront d'évacuer les bâtiments et qui probablement vont engendrer 4 à 5 mois de cohabitation entre l'entrée dans les lieux de la nouvelle école et la fin du parking Jean Solin. Donc l'objectif de fin de travaux est actuellement fixé au premier trimestre 2025, donc en cours d'année 2024-2025, dans 2 ans, donc maintenant 2 ans et 3 mois. La fin des travaux de démolition du parking Jean Solin est prévue, comme je vous l'ai dit, 4 ou 5 mois plus tard. On l'espère, cette livraison du parking pour la rentrée scolaire de septembre 2025, ce qui nous permettrait quand même d'avoir une situation définitivement établie à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, une période où on aura encore ce chantier de démolition malgré l'entrée dans les lieux de la nouvelle école. Donc tous les VRD sont réalisés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, bien sûr, espace vert, cheminement, voirie. Un calendrier qui, au vu des contraintes déjà purgées, hein, je fais notamment allusion aux fouilles archéologiques dont on est exempté à cet endroit-là, l'absence de problématiques liées à l'eau également, on aurait tout de même avoir un nombre de mauvaises surprises assez limité. Alors, il y a bien sûr une période après le permis de construire qui sera observée, hein, c'est le délai de recours des tiers. Nous avons respecté toutes les règles d'urbanisme possibles, nous avons veillé à respecter le voisinage, au-delà des préconisations, au-delà des obligations, puisque nous avons tenu à orienter la cour à l'intérieur de nos écoles pour ne pas avoir les bruits les plus importants pour le voisinage en direct. Les hauteurs sont minimalistes. En rez-de-chaussée, on ne pouvait pas faire mieux pour la grande école maternelle et un R+1 pour l'antenne de Jean Monnet. Donc les recours me paraissent peu probables. Et très honnêtement, s'il y a un recours, en dehors d'une raison qu'on aurait occultée, et bien sûr, ça peut toujours arriver, hein, personne ne se trompe jamais, je ne vois pas de raison en dehors de cette mauvaise surprise d'avoir un recours contre ce permis de construire. Et je le dis très honnêtement, si on estime qu'un recours est abusif, au vu de la contrainte que cela va engendrer pour les populations farlédoises et pour l'intérêt général de nos administrés, en particulier de nos enfants, puisque si on prend du retard, on va forcément se retrouver à un moment donné dans des bâtiments provisoires pour pouvoir satisfaire à l'augmentation des effectifs, eh bien on n'hésitera pas à attaquer tout recours abusif. Voilà. Donc il faudra quand même que la chose soit très étayée et justifiée. Dans le cas contraire, on n'hésitera pas à faire valoir nos droits, bien sûr. Voilà.
La présentation est terminée. Bien sûr, si vous avez des remarques et des questions, ça sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Nous avons déjà eu cette phase de concertation, de questionnement avec les publics auxquels je faisais référence tout à l'heure, et je remercie de leur participation, les enseignants au travers de leurs directeurs et de quelques-uns de leurs collègues, les représentants de parents d'élèves et le personnel qui nous ont questionnés sur des points qui leur paraissaient à développer. Et quand on aura fini cette phase de discussion éventuelle, eh bien, écoutez, on reviendra à la délibération, puisque l'objet essentiel de cette délibération, c'est de m'autoriser à signer le marché global de performance qui a dépassé le coût initial qui était prévu avant la crise. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est que l'exposé vous a satisfait, j'en suis ravi. Sachez que c'est un projet, une fois encore je le dis, qui nous tient à cœur. On continuera à prendre la tâche des publics concernés, on continuera à tenir au courant bien sûr le conseil municipal de l'avancée des travaux. On a tous à cœur de réussir cette opération pour nos enfants, pour le confort de tous, des enseignants, des employés municipaux. On part d'une situation qui était vieillissante et on a pour but d'aller vers un groupe scolaire performant parce que, je le dis encore une fois, l'école de demain, c'est un outil essentiel pour permettre à ces générations de se construire le meilleur avenir possible. Voilà, donc je vais vous demander de m'autoriser, comme la délibération le stipule, à signer ce marché global de performance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et l'ordre du jour. Comme je vous l'ai dit, les adjoints dans les différentes délégations présenteront, comme à leur habitude, lors du conseil municipal du 20 décembre, l'actualité qu'ils ont dû gérer ou les programmations qui sont à venir. Je vous ai rappelé tout à l'heure les manifestations, notamment le marché artisanal et de Noël du comité des fêtes qui a lieu ce week-end sur la place de la Farlède et jusqu'à la salle des fêtes sur le parc Roger Jean Solin. Nous aurons l'association des commerçants qui va organiser la parade de Noël. Sandrine, si tu veux en dire un mot tout à l'heure aussi pendant les vacances. Et écoutez, en ce qui me concerne, j'ai fini mes interventions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aborder un point divers? Non. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était important de communiquer, de justifier nos choix. Merci beaucoup.